Bon, bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, je suis ravi de partager ce moment avec vous. Alors, l'origine est très particulière. En fait, on va, à partir d'un objet qui fait partie du patrimoine de Saint-Gobain, qui a d'ailleurs a longtemps été dans les locaux de la direction générale, qui est maintenant mis à l'abri précisément aux archives de Blois. Cet objet, beaucoup l'ont connu, ou alors je l'ai publié dans mes ouvrages sur Saint-Gobain, mais finalement personne ne l'avait étudié. Tout le monde connaît ce tableau, mais on n'en connaît ni le contexte, ni la réalisation, le pourquoi, le comment. Et je me suis dit que ce serait intéressant de rentrer un peu plus dans ce détail lorsque Blandine Wesch m'a demandé de trouver un sujet historique de conférence. Donc cette conférence parle évidemment de ce voyage de la duchesse de Berry à Saint-Gobain en 1821. Mais une fois qu'on a dit cela et qu'on a regardé le tableau, on n'a rien dit. Donc, à l'origine, en fait, c'est un voyage d'action de grâce. Ce n'est pas du tout un voyage industriel. Alors, je vous rappelle quand même, je ne vais pas vous faire toute une longue leçon d'histoire, mais je vous rappelle les problèmes de succession à la fin du règne de Louis XVIII, qui n'avait pas d'enfants. Charles X était l'héritier, disons, officiel, bien entendu. Il avait deux fils, le duc d'Angoulême et le duc de Berry. Le duc d'Angoulême aurait été le dauphin de Charles X, donc nous sommes dans les années 1820, je vous rappelle. Mais le duc d'Angoulême, qui avait épousé Madame Royale, c'est-à-dire la seule survivante de la famille de Louis XVI, qui avait survécu à la Révolution française, le duc d'Angoulême n'avait pas d'enfant. Mais le duc d'Angoulême et Madame Royale n'avaient pas d'enfant. Donc les espoirs dynastiques se reportaient sur le deuxième fils de Charles X, c'est-à-dire en l'occurrence le duc de Berry, qui avait épousé en 1816 une Bourbon-Sicile, Marie-Caroline de Berry, que vous allez voir tout à l'heure, mais qui eux aussi ont été à un moment en attente d'enfants, puisque jusqu'à l'année 1820, ils n'avaient pas non plus de progéniture. Donc, il va se produire un certain nombre d'événements qui expliquent la chose. Le 13 février 1820, le duc de Berry et sa suite, et sa femme, comme vous voyez là, assistaient à un spectacle à l'opéra. Alors, ce n'est pas l'opéra actuel. L'opéra se trouvait en face de la Bibliothèque nationale, c'est-à-dire le square Louvois d'aujourd'hui. Et à l'issue du spectacle, un ouvrier bonapartiste se jette sur le duc de Berry, armé d'un outil de cordonnier, et lui poinçonne la poitrine, et le blesse grièvement. Donc le duc, qui repartait de l'opéra à ce moment-là, parce qu'il venait d'apprendre précisément que sa femme était enceinte, le duc est ramené dans le salon de la loge royale de l'opéra et il va expirer le lendemain matin. Donc les perspectives dynastiques sont en train de s'effondrer compte tenu de la situation que je vous ai décrite auparavant. L'événement est donc de février 1820 et ensuite, au miracle, évidemment, la duchesse qui était enceinte va mettre au monde 7 mois plus tard, à la mi-septembre, un héritier, donc qui est un Dartois, mais qui sera le duc de Berry, donc dont vous connaissez toute l'histoire en tant que prétendant par la suite. Et donc c'est d'ailleurs Lamartine qui a baptisé, on l'oublie souvent, le duc de Berry comme l'enfant du miracle. Car évidemment, naître 7 mois après la mort de son père, c'est un événement qui paraissait à peu près désespéré, et en tout cas impossible à envisager. Alors donc la chose a été célébrée dans tout le royaume. Alors dans ces cas-là, que fait-on ? On fait un tableau et on tire une série de gravures d'estampes que l'on va distribuer dans tout le royaume, et j'allais dire y compris dans les chaumières, pour magnifier évidemment l'événement, son importance, etc. Alors la scène que vous voyez là est très claire. La duchesse est encore sur son lit de couche. Vous avez Charles X qui est à côté d'elle, et assis au milieu Louis XVIII, qui a sur ses genoux le jeune duc de Berry. Et il sacrifie à la tradition instaurée depuis Henri IV. Il est en train de donner quelques gouttes de Jurançon au duc de Berry en lui mettant quelques gouttes sur les lèvres. Donc voilà le contexte.
Et il se trouve que la duchesse avait fait un vœu et avait demandé à son grand aumônier de se rendre l'année d'avant dans un sanctuaire de pèlerinage très connu, Notre-Dame de Liesse, en Picardie, près de Laon, pour demander évidemment d'être récompensé et d'avoir un héritier. Donc la chose s'est réalisée. Et donc la duchesse décide en 1821, l'année d'après la naissance du jeune Berry, du jeune Bordeaux, elle décide d'aller faire un pèlerinage d'action de grâce, de reconnaissance. Donc, vous avez ici sous les yeux un autre objet qui appartient aux collections de Saint-Gobain. C'est un portrait de la duchesse sur médaillon, et c'est un portrait émaillé. Alors, les dimensions de l'objet sont beaucoup plus modestes que ce que vous voyez là, mais ça a été fait par une jeune fille de bonne famille, mais c'est un portrait assez talentueux et il est intéressant effectivement pour nous parce que la duchesse est en deuil. Donc le protocole de la cour voulait que le deuil noir dure pendant 6 mois. Donc nous sommes là dans les 6 mois après la mort du duc, et ensuite la duchesse va passer au deuil blanc. Nous le verrons tout à l'heure. Alors que fait la duchesse? Elle, donc, selon sa promesse, elle se rend à Notre-Dame de Liesse en remerciement de la naissance de l'héritier. Donc vous avez là un tableau qui est signé de Pingret. Donc nous allons retrouver notre peintre à Saint-Gobain, évidemment. Cet arrêt à Notre-Dame de Liesse est le début d'un voyage en Picardie, mais c'est évidemment le premier objectif de départ. Donc vous voyez ici la duchesse dans le sanctuaire de Notre-Dame de Liesse, qui reçoit la communion de son grand aumônier, Monseigneur de Bombelle, qui était évêque d'Amiens. Donc, pèlerinage à Liesse, bien entendu, pour que sa promesse soit respectée. Mais du coup, il s'est monté tout un voyage de 4 jours que je pense avoir été évidemment conçu comme un voyage de propagande pour évidemment magnifier la naissance de l'héritier, renforcer le sentiment légitimiste des populations. Alors il ne faut pas oublier, les coïncidences historiques sont toujours très importantes, des coïncidences chronologiques. 1820, l'année d'avant, c'est aussi la mort de Napoléon. Napoléon est décédé. Donc le parti légitimiste reprend espoir, compte tenu, malgré les embrouillamini des successions potentielles dont je vous parlais tout à l'heure. Donc la duchesse est partie en voiture avec toute une suite que vous voyez là, son grand écuyer, ses dames d'honneur, etc. Elle est passée par Villers-Cotterêts, donc elle passe d'abord par Notre-Dame de Liesse, et ensuite il y a tout un programme qui a été conçu pour qu'elle visite de façon assez détaillée la région et divers sites de cette région. Donc voilà le détail de la communion par Monseigneur de Bombelle. Vous voyez que là, le deuil est blanc, puisque nous sommes en mai 1821. Alors pourquoi la duchesse est aussi passée à l'usine de Saint-Gobain? Parce qu'on pourrait se poser la question, elle aurait pu se contenter d'aller à Laon, d'aller à Soissons, etc. Alors on peut se poser la question, on ne sait pas en matière protocolaire qui a suggéré le passage à Saint-Gobain. Est-ce que c'est une demande de la maison de la duchesse? Est-ce que, compte tenu de la réputation de la manufacture des glaces, les administrateurs se sont placés de telle façon à être sur le parcours? Mais il est vrai que la duchesse passait dans des endroits très, très proches de Saint-Gobain, Coucy, les villages alentours, l'école d'artillerie de la Fère, qui était une des grandes écoles d'artillerie de l'Ancien Régime. Donc il est évident que les administrateurs ont saisi l'occasion de convaincre la duchesse et sa suite de venir visiter l'usine. Visite par ailleurs très spectaculaire, car à l'époque, les métiers du verre sont des métiers manuels, comme vous le verrez, et permettent de voir des séquences extrêmement spectaculaires. L'autre motif, c'est que le président de Saint-Gobain de l'époque, le marquis de Sainte-Fère, que vous voyez là, était un ancien officier des gardes françaises avant la Révolution, et il était de sentiment légitimiste. Donc il y a certainement là-dedans quelque chose qui a pesé pour insister de la part des administrateurs à la duchesse à venir voir. Alors l'autre raison, alors là je suis désolé de vous mettre un graphique un peu sévère, c'est moins drôle que les images artistiques, mais l'autre raison
Et là, je vais essayer de... Voilà, on voit pas beaucoup non, on voit pas beaucoup le, le signal rouge, c'est pas grave. L'autre raison, c'est que vous avez là, vous prenez la courbe en caractère gras qui vous montre l'activité de la manufacture des glaces sur tout le XVIIIe siècle jusqu'aux années 1820, et vous voyez évidemment l'effondrement des ventes pendant la Révolution, une remontée très pénible lors de l'Empire, mais avec une rechute à la fin de l'Empire. C'est-à-dire que nous sommes là en ce moment en train de regarder des affaires qui restent extrêmement difficiles du point de vue de la gestion industrielle. On ne retrouve qu'en 1823-1824 le niveau des ventes de 1788 d'Ancien Régime. Donc vous avez là un énorme trou d'air. Donc les administrateurs de l'époque sont attelés fermement à ce redressement de situation. On commence à faire des diversifications, notamment la mécanisation des fabrications de transformation de la glace. On commence à aller dans d'autres endroits. Alors Chauny ici, par exemple, qui est en bas de la colline de Saint-Gobain, où on a mis à l'époque les premières galeries de Doucy et Poly mécaniques de glace que vous voyez là. Donc on a affaire à une entreprise en pleine mutation, en plein effort de redressement, qui n'a pas encore retrouvé toute sa santé d'origine. Donc je pense qu'il y a là aussi une motivation importante pour les dirigeants de l'entreprise, d'autant qu'elle se trouve dans un vide juridique qui nous paraît aujourd'hui très curieux, mais comme elle était sous l'Ancien Régime, sous le régime des monopoles et des privilèges, c'est-à-dire l'exclusivité, le dernier renouvellement du privilège a eu lieu en 1785 et il avait évidemment été caduc avec l'abolition des privilèges sous la Révolution française. Donc en plus, il y a un vide juridique et toute la direction de l'époque est en train de s'atteler à un changement de statut. On a refusé à l'entreprise la qualification d'entreprise au sens du Code de commerce et on ne sait plus trop quoi faire. Et il y a toute une équipe qui se met au travail et qui, dans les années 1820, prépare la transformation en société anonyme, une transformation qui va être effective en 1830. Donc voilà les raisons que je pense deviner derrière l'opportunité de cette visite. Et donc on en comprend évidemment tout l'intérêt pour les deux parties. Alors la visite, comment s'est-elle déroulée? Donc 24 et 25 mai, la Duchesse est depuis la veille dans la région. Alors là, la Duchesse est accueillie en début d'après-midi du 25 mai à la porte de la Manufacture, donc, qui est une porte du XVIIIe siècle qui a été érigée en 1757 avec à côté une chapelle, mais qui est en fait un ancien moulin à soude. Alors les textes nous disent qu'il y a eu une salve d'artillerie pour saluer l'arrivée de la Duchesse. Et il y a même eu un petit canon qui a tiré en l'honneur de la Duchesse. Et donc on l'accueille par cette porte qui se voulait un peu monumentale, qui existe toujours d'ailleurs. Et on va proposer à la Duchesse de visiter un site très complet, comme vous le voyez là. Et d'ailleurs, cette lithographie vient d'un dessin de Pingret. Nous retrouvons encore notre Pingret qui avait reçu commande dès la même année, je crois dès 1820, de la part du préfet de l'Aisne pour faire toute une série de lithographies pour mettre en valeur le département de l'Aisne. Alors, vous voyez là une usine avec ses halles qui fument. Vous voyez ici là les 4 halles de l'usine, des ateliers techniques, une cité ouvrière que vous voyez sur la droite là, une cité ouvrière qui date de 1775. C'est une usine qui est à l'époque une des plus impressionnantes d'Europe, parce que la révolution industrielle n'est pas faite encore en France. Et nous en avons un témoin intéressant, c'est Arthur Young, que vous connaissez, qui a laissé un récit de voyage en France en 1788, et qui souvent a des appréciations d'une mauvaise foi tout à fait anglo-saxonne sur les activités françaises. Arthur Young a dit qu'il est passé, et il a dit que c'était la plus belle glacerie d'Europe. Alors, ce n'était pas très difficile, il y en avait 2 en Angleterre, il n'y en avait pas encore en Allemagne. Donc, on va faire visiter à la Duchesse cet ensemble qui est encore un ensemble très spectaculaire et qui est dans son état de la fin de l'Ancien Régime. Il n'y a eu aucune nouveauté d'effectuer entre-temps. Alors voilà le parcours que va faire la Duchesse. La porte d'entrée que nous avons vue est ici.
et on va lui proposer un cheminement pour visiter les ateliers de poterie où on fabrique les pots, des ateliers où on va adoucir les glaces, et puis on va chercher un endroit où l'héberger. On va l'héberger dans un local, le local de l'administration, la maison d'administration qui est tout en haut, là, le chiffre 33, et puis on va décider de faire une démonstration industrielle dans la halle qui est au milieu, qui s'appelait la halle de haut, et qui se trouve au centre de l'usine. Et en bas, ici, vous avez la cité ouvrière dont j'ai parlé. Donc c'est un ensemble fermé, typique des manufactures d'Ancien Régime. On n'est pas du tout devant une usine moderne, mais il n'empêche qu'on va essayer de la valoriser aux yeux de la duchesse. Alors comment va-t-on l'accueillir? Donc on va l'accueillir après son entrée à travers la porte d'entrée que je vous ai montrée. On va l'emmener dans ce logis de l'administration de façon à ce qu'elle prenne quelques repos. Les administrateurs présents, on a délégué 4 administrateurs du conseil d'administration qui vont évidemment lui présenter leur respect et leurs hommages. Et donc, à partir de là, on va se servir de ce local de l'administration qui contient à la fois des bureaux et des logements pour piloter toute la visite de la duchesse sur le site, entre autres visite de halle, visite de la cité ouvrière, etc. Alors voilà, de plus près, et ce logis, je précise, existe toujours. On peut toujours le voir tel qu'il figure ici. Et on accueille la duchesse dans les salons de ce logis. Alors ici, c'est une reconstitution tout à fait récente de la part de l'association qui s'occupe de la remise en valeur du site, qui est fermé au plan industriel aujourd'hui. Le décor, les boiseries que vous voyez là sont très sobres. Elles sont des années 1770 aussi. Donc nous sommes quand même bien là dans le cadre qu'a vu la duchesse lorsqu'on l'a accueillie et qu'on lui a présenté évidemment du personnel de l'usine, etc. Et elle est accompagnée de tout un charroi de personnalités locales, l'évêque de Soissons, bien entendu, le préfet de l'Aisne, le baron de Talleyrand, qui est à l'époque préfet, il va y rester pendant 2-3 ans, les autorités militaires, enfin, tout ce qui constitue une visite officielle, avec tout ce qui compte dans une province française, la garnison de Lyon, de Laon, l'école d'artillerie de la Fère, etc. Donc tout ce beau monde va se retrouver là. Et on va tenir, je reviens quand même un peu en arrière, voilà, on va tenir le soir de ce même jour du 24, on va tenir un grand dîner dans ces salons. Il y aura trois grandes tables, la table d'honneur de la duchesse, la table des autorités locales et départementales, et une table réservée aux militaires de la garnison de Laon et autres régiments de gendarmerie. Alors, mais le clou du spectacle, disons de la visite, c'est évidemment de montrer à la duchesse ce qui fait la spécificité de la fabrication de la manufacture française, parce qu'elle est la seule à le faire sur le continent. Il n'y a que les Anglais qui, en ayant d'ailleurs volé le secret, sachent faire la même chose. C'est le coulage d'une glace, parce que c'est un processus extrêmement spectaculaire, manuel en fait, mais qui montre bien toute la magie du verre, la complexité des gestes, car il ne faut pas rater le coulage d'une glace. Après 40 heures de fusion dans le four, il ne s'agit pas de gâcher évidemment la matière première industrielle telle qu'elle a été préparée. Alors on va aller dans cette halle, cette fameuse halle de haut, qui se trouve, comme je vous l'ai dit, au centre du dispositif de l'usine. Alors, une remarque, parce qu'elle explique assez bien le tableau. Ces halles sont aveugles. Ces halles ont juste des ouvreaux au-dessus de toit pour laisser partir les cheminées des fours, mais vous avez juste des toutes petites portes d'accès pour piétons, pour personnages, et tout le reste est complètement fermé. Alors, comme on va le voir, ce qui va donner la tonalité du tableau tel que l'artiste va le saisir. Alors, Pingret est de tout le voyage. Je vous ai dit qu'il avait reçu commande en 1820 de toute cette série de la part du préfet Talleyrand, que l'on retrouve ici.
Et Pingret dessine des choses, il va même faire des dessins du site pour la Duchesse, à la demande de la Duchesse. La Duchesse, qui a été logée, comme je vous l'ai dit, dans le Grand Logis, a demandé à Pingret de dessiner le paysage qu'elle voyait depuis la fenêtre de sa chambre. Donc il a fait toute une série de dessins. Et puis, bien entendu, le tableau qui est l'objet qui nous occupe précisément aujourd'hui. Donc, le plan des Halles, c'est important de le voir pour comprendre ce tableau. Qu'est-ce qu'une halle de coulage de glace à l'époque? C'est évidemment une halle centrale dans laquelle vous avez le four, qui est ici. Vous verrez à l'intérieur qu'on y déplace une table de coulée en sortant les pots du four. Et ensuite, on pousse la glace dans des fours de recuit qu'on appelle des carcaisses, que vous voyez là, qui sont en forme cruciforme par rapport à la halle. Donc, c'est une séquence extrêmement spectaculaire, mais très précise, et puis qui surtout se passe évidemment dans une ambiance que l'on va voir tout à l'heure, très, très bientôt. Donc, le point de départ, c'est ça. Voilà les fours. Le four qui occupe le centre de la halle, vous allez le revoir sur le tableau. Donc, vous avez au milieu les cuvettes rondes ou carrées dans lesquelles on fait fondre le verre pendant 41, 42 heures à peu près. Ça dépend, c'est très. En fait, ça n'est pas d'une précision exacte. Hein. C'est vraiment très empirique encore à l'époque. Donc, on surveille tout ça par des ouvreaux ici que vous voyez, qui permettent de passer la tête, de regarder comment le verre se fusionne. Les cuvettes, évidemment, n'ont pas été mises à froid. Elles ont d'abord été réchauffées dans ces arches latérales qui permettent ensuite de remplir le verre dans ces cuvettes lorsqu'on les transpose dans le four central. Alors, la Duchesse va voir également d'autres bâtiments. Alors, voilà une photo très tardive avant sa démolition de la fameuse cité ouvrière de 1775. Alors, bien entendu, on a sélectionné le brave ouvrier méritant, un ancien, très respectueux, très poli, mais la Duchesse est ravie. Elle dit qu'elle a trouvé ce logement très propre, très, très sympathique. On sait ce que valent les visites officielles où les choses sont tout de même arrangées et préparées à force pour que ça ne soit pas décevant. Ceci dit, il faut reconnaître que ces logements du XVIIIe siècle qui étaient des logements pour des familles, c'était des logements de modules en quelque sorte, dans lesquels vous aviez une entrée, une cuisine au rez-de-chaussée, des chambres à l'étage et une mansarde. C'est le logement type d'une famille ouvrière en 1770 qui est quand même assez novateur pour l'époque. Il n'y a pas beaucoup d'autres exemples de ce genre en Europe. Alors, la table de coulée, la voilà. On sort les cuvettes. On sort les cuvettes du four. Vous voyez la cuvette là qui est prise dans une tenaille avec une potence qui va permettre de la manœuvrer. On verse la cuvette sur la table. Vous voyez des rainures qui permettent de mettre des règles qui vont définir évidemment les bords de la table et ses dimensions, avec des aides qui sont des aides diverses, que sont des chariots techniques qui permettent notamment, vous voyez, d'aller chercher ce chariot à cornes, va aller chercher la cuvette, et puis ensuite on va la poser là avant de la faire saisir dans la potence. Donc c'est toute une séquence dont on est très fier. Alors, elle est traditionnelle. Hein. On n'a pas inauguré la chose pour le passage de la Duchesse. J'allais dire que c'est un must des visites verrières de l'époque. Là, vous avez une représentation qui est vers 1780, cette sanguine, où vous avez le directeur de l'usine que vous avez à gauche, accompagné d'un groupe de visiteurs, manifestement une dame de l'aristocratie avec son jeune enfant et l'abbé précepteur qui se trouve derrière. Et le clou du spectacle, c'est de voir la cuvette rougeoyante, vous voyez, qu'on est en train de verser. Donc ça fait une sorte de magma. Ça rappelle un petit peu les barbes à papa des fêtes foraines. Hein. Ça se présente exactement comme ça, mais évidemment avec beaucoup plus de difficultés pour la mettre en œuvre. Vous voyez ici la réglette qui permet de maintenir un rouleau et on lamine, on fait un aller-retour qui va donner à la glace brute son épaisseur. Et vous revoyez l'outillage que vous avez aperçu tout à l'heure. Nous sommes là le long d'une arche et donc on coule la glace devant le four de recuit. Une fois que la glace est matériellement faite, on la pousse dans cette arche
de carcasse, et on la laisse recuire en général une semaine, une petite semaine. Donc c'est un refroidissement dans le temps où la carcasse s'éteint tout doucement, tout doucement. Donc c'est un procédé encore extrêmement empirique, mais on ne sait pas encore faire autre chose. Alors le tableau maintenant, nous sommes à même peut-être de mieux le comprendre. Alors le lieu choisi par Pingret, je vous l'ai montré, mais il y a Pingret qui est un peintre connu, hein, qui a été élève de David, élève de Regnault à Paris, qui a été élève à Rome, donc c'est un peintre de talent qui est connu pour son sens de la disposition et de la rapidité d'exécution. Donc évidemment, tout lui a plu dans cette halle telle que je vous l'ai décrite rapidement tout à l'heure. Le rougeoiement du four dont on a tiré les cuvettes, les arches de cuisson, la scène de coulée que vous retrouvez là de façon peut-être plus explicite que sur la sanguine, tous les aides, les gamins, là-haut la charge le stock de bois qui permet de chauffer les fours, les petits gamins qui ont des tâches annexes qui sont même perchés sur le four, et puis surtout donc nous voyons là toute la disposition des visiteurs de marque, de la suite de la Duchesse, des autorités locales. Bon, nous les retrouverons tout à l'heure. Donc ils sont disposés ici dans un ordre très savant, c'est-à-dire le directeur de l'usine qui explique la manœuvre, la suite de la Duchesse ici, le président de Sainte-Fère ici, des administrateurs derrière, et puis des dames de la suite qui se trouvent encore de l'autre côté. Donc c'est un point important parce qu'il y a manifestement une disposition très savante de façon à fixer évidemment la scène pour la postérité. Les petits gestes habituels sont bien connus. La Duchesse a un petit... ici, vous voyez, elle tient à la main une sorte d'écran pour se protéger la vue quand elle... Alors on sait, cette scène est extrêmement statique, mais on sait par les récits que la Duchesse est aussi intéressée à la sortie de la cuvette du four. Et elle a admiré le travail des verriers qui s'approche quand même d'un endroit où il fait 1400-1600 degrés. Et donc, elle a admiré leur virtuosité, leur savoir, et donc elle en a fait grand compliment. On a coulé en fait deux glaces en sa présence, une glace d'environ 1,80 m de hauteur, et puis pour lui montrer la virtuosité des équipes, une glace de près de 3 mètres de hauteur. Alors elle s'est évidemment exclamée d'admiration devant la chose. Et évidemment, le président Sainte-Fère a saisi aussitôt l'occasion pour lui dire que la manufacture la lui offrait, bien entendu. Et donc, la Duchesse a accepté et elle a dit qu'elle le mettrait dans son château de la région parisienne, dans son château de Rosny, qu'elle avait acheté en 1818 avec son mari. Alors, cette glace, on pouvait la voir jusqu'à il y a une quinzaine d'années. Mais le château a été racheté par des investisseurs japonais qui l'ont totalement dépouillé de ses boiseries, de ses cheminées, alors que la Duchesse avait fait disposer la glace au-dessus d'un canapé. Donc malheureusement, on ne peut plus la voir, mais elle a subsisté très longtemps. Alors un point intéressant, c'est de voir que le tableau définitif, lui, date de 1824. Et sur le vif, voilà ce qu'a fait Pingret. Pingret fait cette esquisse, donc vous voyez, on reconnaît assez bien les dispositions de la chose, mais il y a deux caractéristiques qui sont frappantes. D'abord, les personnages ne sont pas du tout habillés comme sur le tableau final, donc ils sont en tenue de voyage. Plus simple, plus pratique. Et ça, c'est une habitude des peintres de l'époque que l'on connaît dans tous les cas de figure. Le peintre saisissait une première scène, faisait une esquisse et demandait au protagoniste de prêter des habits, des uniformes que l'on peignait sur mannequin dans l'atelier et qu'on remettait sur les personnages pour la mise au point définitive du tableau. Donc là, on voit très bien qu'il y a une différence importante. Donc on a mis à la Duchesse un habit
qui est un habit de grand luxe, comme celui qu'on lui voit ici sur ce tableau, est sans doute de 1825. Là, nous avons une idée de ce à quoi elle ressemblait, sa façon de s'habiller, etc. Donc évidemment, on a eu affaire là encore à une élaboration assez longue et complexe. Alors, Pingré s'est présenté en 1822 au siège de la manufacture et il a montré son esquisse, mais il a été déçu de ne pas rencontrer beaucoup d'administrateurs. Donc, autant le portrait de Liès a été fait tout de suite dans l'année, autant celui de Saint-Gobain a attendu 1824 pour une réalisation définitive. Alors les personnages, maintenant, on les voit beaucoup mieux, je vous en ai un petit peu parlé. Alors là aussi, Pingré a eu la bonté de laisser à la compagnie un croquis, enfin le croquis des personnages qu'il avait saisis sur le vif pour ensuite les disposer sur son tableau. Donc c'est très composé, comme je vous le disais. Il y a les gens de l'administration, donc ici le Tassard qui est le directeur de l'usine. Ensuite, vous avez ici les administrateurs qui ont accueilli la duchesse, donc le marquis de Sainte-Fère, le baron de Surgy, le baron de Courval. Mais autre remarque, c'est par rapport à ma remarque précédente sur l'esquisse, c'est qu'on a rajouté tout en haut 2 administrateurs, le marquis d'Étampes et le duc de Montmorency, qui n'étaient pas à la visite. Alors ça, c'est assez étonnant, mais la raison me paraît assez claire. C'est que le marquis d'Étampes est l'héritier des actions de Madame Geoffrin, la célèbre salonnarde du XVIIIe siècle, qui avait 13% du capital. Donc c'est un actionnaire majeur. Il est légitimiste. Et le duc de Montmorency, qui est ça vient de sa famille, mais le duc de Montmorency est actionnaire depuis le milieu du XVIIIe siècle. Le duc de Montmorency est lui aussi légitimiste. Donc je pense qu'on a rajouté les 2 figures fortement légitimistes pour bien appuyer le message dans la réalisation définitive du tableau. Et puis à gauche, vous avez les autorités locales. Alors vous avez le baron de Talleyrand qui est tout à fait à gauche, le préfet de l'Aisne, le baron Bessières, lieutenant général, qui commandait toutes les forces armées du département de l'Aisne, et un dernier administrateur que vous voyez, Monsieur Lecomte. Monsieur Lecomte était un banquier, mais qui était administrateur de Saint-Gobain. Donc en fait, il faut enlever le marquis d'Étampes et le duc de Montmorency pour avoir les 4 administrateurs qui, en réalité, ont accueilli réellement la duchesse et lui ont fait profiter de l'ensemble de la visite. Donc après, le lendemain matin, on l'emmène voir les métiers de Chauny, les métiers à polir et à adoucir que je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, la duchesse repart pour d'autres horizons, toujours accompagnée de sa suite. Alors un petit détail intéressant aussi, sa première dame d'honneur, la duchesse de Reggio. La duchesse de Reggio est la femme du maréchal Oudinot, mais c'est une héritière des Coucy, la grande lignée des Coucy, qui évidemment était à la tête de la seigneurie de Coucy au Moyen-Âge, avec tout ce que l'on sait sur toutes les fameuses histoires des jeunes gens pendus dans la forêt parce qu'ils étaient rentrés sur les domaines du sire de Coucy, etc. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le contenu de ce tableau. Vous voyez que finalement, en regardant les choses de près, on apprend énormément de choses. Alors là, la glace, ainsi que je vous l'ai dit, était destinée au château de Rosny. Le château de Rosny, c'est en Île-de-France, hein, c'est pas très loin vers l'ouest de Paris. Donc acheté en 1816 par le couple princier. Et elle a disparu dans les conditions que je vous ai déjà décrites un peu par anticipation. Alors, quelles leçons peut-on tirer ? Évidemment, nous sommes devant une visite officielle qui peut passer comme une sorte d'ancêtre de toutes les grandes visites. On sait bien ce que c'est que quand des personnalités ou un chef d'État ou un ministre visitent une usine ou un village, on nettoie tout, on ripolline tout, on arrange tout, donc tout est parfait. Mais là, je crois que nous avons eu sous les yeux tout un parcours extrêmement intéressant
d'une affaire organisée à la va-vite quand même, parce que il a fallu amener du mobilier, Alors heureusement, un des administrateurs avait un château à côté, sur la commune de Pinon. Il a fait venir son chef cuisinier, il a fait venir ses domestiques. On a amené de la literie, parce qu'il fallait toute la suite à coucher dans l'usine quand même. On ne se rend pas compte. Il n'y a pas que la duchesse qui a eu droit à sa chambre. Donc c'est une sorte d'archétype des grandes visites officielles. C'est le début d'une grande tradition. Alors Louis XV était déjà passé en 1744, mais nous n'avons qu'un récit imprimé assez court parce qu'il se rendait sur le front de l'Est. Hein, c'est le fameux moment de la maladie de Metz, ensuite en 1744, qui est un épisode bien connu de l'histoire de France. Donc Louis XV s'est arrêté très vite à l'usine et il est reparti très tôt un matin. Donc on n'a pas de détails particuliers. En revanche, au milieu du XVIIIe siècle, Madame Geoffrin, dont j'ai parlé, donc actionnaire, disons, importante, sinon majoritaire, a amené à l'usine le marquis de Marigny, surintendant des bâtiments, qui n'était, je vous rappelle, rien d'autre que le frère de Madame de Pompadour, et l'architecte Soufflot. Pourquoi ? Parce qu'en 1756, on approche du deuxième renouvellement du monopole, dont je vous ai parlé de celui de 1785. En 1756, le monopole de la manufacture pouvait tomber dans le domaine public. Et l'administration royale, tenue par des physiocrates, des philosophes, était hostile au monopole industriel. Donc Madame Geoffrin, qui d'habitude ne quittait jamais Paris pratiquement, Madame Geoffrin s'est bougée jusqu'à Saint-Gobain en compagnie de Marigny et Soufflot. Marigny étant le surintendant des bâtiments, c'est de lui que dépendait le renouvellement. En tout cas, c'est lui qui pouvait convaincre le roi de signer, contre l'avis du contrôle général, de signer le renouvellement du monopole, du privilège exclusif en fait. Juridiquement, ça s'appelle un privilège exclusif. Ensuite, il y a eu une visite de la duchesse d'Angoulême, la belle-sœur de la duchesse de Berry, mais c'est tout. Nous avons aussi une petite relation, mais assez rapide. Et la duchesse d'Angoulême, toute fille de Louis XVI, survivante qu'elle était, n'était pas un personnage très apprécié, très populaire. On n'a pas fait, semble-t-il, beaucoup de grands efforts pour la recevoir. En tout cas, la visite de la duchesse de Berry a paru beaucoup plus importante, puisque vous voyez qu'on est à quelques années simplement d'écart. Alors ensuite, 1858, Napoléon III et l'impératrice Eugénie. Alors là, même motif, c'est le début de l'Empire. Le pouvoir de Napoléon III n'est pas contesté, mais l'administration de Saint-Gobain était plutôt orléaniste et avec un président qui était opposé au coup d'État de 1851. Donc c'est difficile. Donc là aussi, la visite avait pour prétexte une sorte de réconciliation politico-économique de façon à remettre les affaires sur rail, d'autant que c'est une période qui s'ouvre, qui est extrêmement fastueuse pour les activités de la manufacture, notamment des glaces. Voilà. Ensuite, à une époque plus moderne, une visite d'Haïlé Sélassié. Alors, on n'est plus à Saint-Gobain, on est à Chantraine, plus loin dans la plaine de l'Oise, en 1927, avec un petit détail amusant, sur lequel je finirai peut-être. Et ensuite, le Shah d'Iran, qui est venu en 1961. Voilà un petit peu la liste des grandes traditions de visite des usines de Saint-Gobain. Alors, Haïlé Sélassié, je vais terminer là-dessus. Haïlé Sélassié était jeune négus à l'époque, vous voyez la date. Et donc il a visité Chantraine, qui était une usine extrêmement moderne. Et il est arrivé avec une sacoche pleine de décorations pour distribuer des ordres. Et la première personne sur laquelle il est tombé, c'est sur un des gardes de l'usine. Mais alors à l'époque, c'était très formel. C'était un monsieur en uniforme quasiment militaire, avec une grande barbe au carré, très traditionnelle. Et le négus s'est dit, oh, voilà un personnage important. Et c'est ce garde qui a eu droit à la première médaille épinglée sur sa vareuse. Donc c'est resté dans les annales. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire un peu comme sorte d'exercice de décortiquage de
de ce tableau. J'espère vous avoir convaincu qu'il mérite beaucoup mieux qu'un simple regard, qu'il y a beaucoup de choses à dire derrière. Enfin, je me suis beaucoup amusé d'ailleurs grâce à vous, parce que cette recherche date de cette année, donc je ne m'étais pas préoccupé auparavant d'aller un peu plus loin. J'avais fait des synthèses plus vastes, mais comme quoi partir d'un objet et en tirer toute une série d'observations, c'est tout aussi intéressant que de faire de grandes perspectives historiques. Voilà, merci beaucoup de votre attention et évidemment, je répondrai volontiers aux questions si vous en avez. Des questions? Il faut toujours désigner un premier volontaire. Bon, est-ce qu'il reste encore quelque chose comme bâtiment à Saint-Gobain? Bon, vous avez dit que les immeubles des ouvriers avaient été détruits, mais est-ce qu'il reste peut-être des monuments, quoi, ou des restes d'ateliers importants? Alors, il reste des choses. Il reste des choses. Le 19e siècle a démoli beaucoup de choses, notamment la halle, la fameuse halle que nous avons vue, mais pour la remplacer par des ateliers. Mais il reste beaucoup d'éléments du XVIIIe siècle. C'est une enceinte. Alors, c'est un site à la fois assez passionnant et assez désespérant. C'est-à-dire qu'il est devenu incommode assez vite à partir des années 1880. Et il y a eu plusieurs projets de fermeture du site au XIXe siècle. Il a été sauvé dans les années 1870 en faisant monter le chemin de fer de Chauny à l'usine, ce qui a permis de lui donner un peu d'oxygène. Et bon. Mais il reste qu'aujourd'hui, alors que le site a fermé en 1995, ça commence à s'éloigner de nous, mais enfin quand même 40 ans, c'est pas si loin que ça, le site a beaucoup d'éléments du XVIIIe siècle. La maison de l'administration que je vous ai montrée, la porte d'entrée que vous avez vue. Il y a un autre grand bâtiment administratif, lui aussi des années 1770. Donc, si vous voulez comprendre un site du XVIIIe siècle, sur place, on comprend. Mais il y a encore une étrangeté, c'est-à-dire que l'usine s'est installée sur un socle en utilisant des murailles d'un château féodal des Coucy, on retrouve les Coucy, pour protéger à l'époque le secret de fabrication de la coulée en table qu'on venait d'inventer dans les années 1680-1690. Et sous l'usine, alors là, ça existe toujours, sur demande, ça peut se faire. Sous l'usine, vous avez tous les souterrains défensifs du château des Coucy. Vous avez un château XIIIe siècle complet sous l'usine, ce qui est une folie pour un site industriel. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il est devenu assez vite incommode, parce que le XVIIIe siècle a construit toutes ces halles et on s'enfonçait, on mettait les fondations dans les souterrains des Coucy, etc. Mais si vous passez à Saint-Gobain, il y a des choses à voir. Alors maintenant, le site appartient à la commune avec une association qui s'occupe de sa remise en valeur. Et notamment, c'est elle qui a restauré le salon que je vous ai montré. Donc, si vous passez par là, il y a des choses à voir. Oui. Oui. Parce qu'on voulait garder la chaleur des fours. Donc il fallait que ce soit pas hermétique, mais enfin presque. Et encore, même les ouvreaux en dessus de toit que vous avez vus n'apparaissent que dans les années 1750. Avant, l'évacuation des fumées se faisait par les portes, ce qui nous paraît quand même quelque chose d'assez extravagant aujourd'hui quand on voit toutes les réglementations qu'il y a sur l'hygiène du travail, etc., la santé. Mais à l'époque, bon, alors évidemment, la manufacture donnait des pensions de maladie, des pensions de retraite à ses ouvriers. Mais les maladies professionnelles, on n'en a pas d'état statistique précis, mais il devait y en avoir de très sérieuses. Oui, monsieur. Oui, merci. Oui, vous avez abordé la question de la température. Alors, savez-vous combien de temps elle est restée là, près des fours, près de l'endroit où la matière était assez chaude, parce qu'on était autour, comme vous l'avez dit, de 1500 degrés. Et puis il y avait du monde. Est-ce que tout ça n'a pas indisposé la duchesse? Elle est restée combien de temps dans cet endroit? Elle est juste passée ou elle est... Vu la scène, ça a dû durer 3 quarts d'heure, 1 heure. Mais il faut bien voir que
ce n'étaient pas les mêmes équipes qui faisaient toute la fabrication, hein, de A à Z. Hein. Vous aviez les équipes des chauffeurs et des teasers, ce qu'on appelait les teasers, qui faisaient marcher le four et qui commençaient à réchauffer les pots à vide. Ensuite, vous aviez une équipe qui les transférait dans le four et qui mettait la matière première. Et ensuite, l'équipe de couleur venait, c'était une troisième équipe. Donc, les ouvriers sur le tas, eux, évidemment, se succédaient. Oui, et puis ils étaient habitués, je veux dire que c'était leur travail ils étaient forcément ordinaire. habitués. Mais les et puis alors, visiteurs... vous aviez le passage... Vous aviez le passage des femmes et des enfants. Alors ça, c'est difficile à estimer précisément, mais les femmes étaient plutôt employées dans les cours pour préparer des paniers d'osier qui servaient à ranger les glaces, etc. Les enfants... Alors, il n'y avait on n'est pas dans les mines du Nord, hein, il n'y a pas d'enfants de 8 ans ou 9 ans qui travaillent, mais les enfants de 9-10 ans apportaient les paniers de nourriture aux ouvriers, parce que les ouvriers mangeaient sur place dans la halle. Alors, avec évidemment des sujets corollaires, c'est qu'on buvait beaucoup dans les usines verrières, parce qu'on avait très soif. C'était, hein. Et quand l'usine a été bien bouclée là, sur tout l'enclos que vous avez vu, normalement, les contrôles étaient sévères à l'entrée de l'usine, parce qu'il y avait évidemment beaucoup d'essais de trafic, de gens qui essayaient de racheter des matières premières de l'usine, d'autres qui apportaient des boissons, qui apportaient de la bière, qui apportaient du cidre, etc. Donc là, on a des règlements intérieurs qui, avec toutes les interdictions qu'ils édictent, nous décrivent parfaitement tout ce qui se passait. C'est-à-dire qu'il faut les lire à l'envers. Ça nous aide à comprendre tout ce qui se passait. Alors, c'est une excellente question. Je ne dis pas ça par flagornerie. Là, nous sommes dans les années 1690. Les manufactures des glaces, il y en a eu plusieurs, en fait, depuis la manufacture de Colbert. De privilège en privilège, on les renouvelait tous les 20 ans. Lorsqu'on a renouvelé le privilège de la manufacture de Colbert, dans les années 1680, est apparue une équipe parisienne au début qui faisait des recherches sur un procédé nouveau qui était la coulée en table. La manufacture initiale soufflait le verre à la bouche, hein, comme on le voit encore faire à l'usine de Saint-Just-sur-Loire, par exemple. Et donc, ce sont d'autres capitalistes qui se sont associés pour exploiter ce procédé. Alors, qu'il a été volé à un inventeur individuel, ça c'est une autre affaire, c'est un autre sujet. Mais au début, ils ont fait des essais secrets à Paris, quai de la Grenouillère, c'est-à-dire grosso modo l'emplacement du quai d'Orsay aujourd'hui. On a des plans anciens d'ailleurs. Le quai de la Grenouillère, c'est un peu comme le quai de la Grève. Le quai de Grève, ça servait à toutes sortes de transits de marchandises, de produits fabriqués, etc. Et puis lorsque le procédé s'est révélé être au point, cette autre équipe de capitalistes a eu un privilège à son tour en 1688 pour faire des grandes glaces, des glaces coulées, en laissant les petites glaces soufflées à l'autre manufacture. Alors, guerre des manufactures, elles se sont ruinées l'une et l'autre à se combattre parce que comment faire avec les découpes, ça tombait sous quel privilège quand vous recoupez une grande glace qui est imparfaite, etc. Et la coulée en table a quand même été jugée comme un procédé d'avenir, parce que ça avait des avantages terribles. Alors, la productivité, vous faisiez des glaces d'un seul coup beaucoup plus grandes, etc. Donc on a cherché un site. Et on a cherché un site pour protéger le secret. Alors on s'est dit, alors, il fallait que ça soit quand même joignable vers Paris, parce que toutes les ventes se faisaient à 90% à Paris. Elles étaient ensuite dispatchées dans le royaume. Donc, un des associés, à l'époque, les actionnaires s'appellent des associés, un des associés de la manufacture était receveur des finances de la Généralité de Soissons. Et il a signalé à ses collègues, il y a un site abandonné à Saint-Gobain, près de Coucy, l'ancien château des Sires de Coucy, qui était en ruine, et donc, mais dont les murailles existaient encore. Et donc, la manufacture s'est empressée d'acquérir ce site pour y protéger son secret de fabrication. Et c'est comme ça que ça a démarré. Donc, les premières halles ont été bâties avec les pierres des Sires de Coucy, avec des pierres du XIIIe siècle. Enfin, c'est quand même assez extravagant pour une histoire de site industriel.
Et on a même trouvé un squatteur quand on a acheté l'usine. Il y avait un vieil officier un peu fou qui habitait le logis d'administration que je vous ai montré et qu'il a fallu des années pour expulser. On ne savait plus qui était dans son droit, etc. Mais en tout cas, votre question permet de répondre de façon importante. C'est un lieu secret qu'on a choisi, bien retiré. Et l'Oise n'est pas loin en bas dans la plaine. Et le canal de l'Oise à la Seine existait déjà, ce qui permettait d'acheminer les glaces semi-finies, parce qu'on les finissait à Paris, parce que si on faisait de la casse d'un produit fini, ce n'était pas très intelligent. Donc ça permettait de descendre au débarcadère de Chauny et d'envoyer tous les chargements de glace à Paris. Alors, les matières premières, le sable venait de la région de Creil, c'est pas très loin. On a utilisé plus tard, au XVIIIe, le sable de Fontainebleau, qui est très beau, très, très blanc. Ensuite, il fallait, alors pour fondre le sable, il faut de la soude. Alors les soudes, au début, on a fait comme les verreries, les petites verreries de province qui faisaient de la bouteille. On a essayé d'utiliser des cendres de hêtre, de fougères, mais ça donnait un verre très très impur. Donc on s'est très tôt résolu à acheter des soudes d'Orient qui arrivaient par le port de Cadix, qui remontaient l'Espagne, qui remontaient la vallée du Rhône. Et ces soudes étaient des soudes pures, avec beaucoup de kali à l'intérieur, à condition évidemment de les épurer, de les laver un petit peu. Donc on avait des matières premières coûteuses pour cette raison, parce qu'aller acheter ces soudes aussi loin, mais c'était la seule garantie de faire des glaces à peu près correctes, parce que quand vous envoyez à un client une glace toute verte, vous avez quand même des réclamations. Alors, les glaces mauvaises, on les envoyait à l'exportation par le port d'Anvers, et on les envoyait en Extrême-Orient ou en Proche-Orient en disant bon, on n'aura peut-être pas trop de réclamations vu la distance, quoi. Et puis, il y avait une troisième matière première dont on a découvert le rôle assez tard, mais qu'on utilisait empiriquement. C'est que la soude permet de fondre le sable, mais il faut un stabilisant. Sinon, votre verre, les atomes du verre ne sont pas bien fixés. Bon, et donc, ce stabilisant, c'est de la chaux. Alors, on utilisait empiriquement de la chaux. On s'est même aperçu du rôle de la chaux à cause de la maçonnerie des voûtes du four, qui souffraient beaucoup, évidemment, du foyer. Et quand des morceaux de chaux sont tombés dans le verre, on s'est aperçu que ça avait un certain rôle. Mais le rôle de la chaux n'est reconnu par les chimistes que dans les années 1770. Donc avant, c'est de l'empirisme.